bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez bien du soleil et que vous vous reposez bien. Faites attention tout de même au coup de soleil ou à un petit coup de chaud qui pourrait vous arriver. Vous savez que comme d'habitude, je vous conseille pour écouter cette vidéo de vous installer confortablement, que ce soit sur un canapé bien moelleux, sur votre lit ou sur votre transat ou votre serviette pour faire bronzette, avec beaucoup d'eau si possible ou boisson à base d'eau et quelques petites choses à grignoter en cas de petite faim. Si vous êtes bien installé et que vous êtes prêt à écouter cette nouvelle histoire, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un mythe. Et pour une fois, je vais changer un peu. Et j'ai décidé de vous emmener un petit peu voyager en vous parlant de mythologie, on va dire, indienne. Alors, pour ceux qui font la confusion, quand je parle de mythologie indienne, c'est, on va dire, la mythologie amérindienne. Donc, ce ne sont pas les Indiens, comme certains pensent, d'Inde. En Inde, ce sont des hindous, qu'on soit bien d'accord. Donc, les Amérindiens ou Indiens, eux, vivaient en Amérique du Nord. Tout ce qui est Comanche, etc. Voilà, maintenant que les choses sont bien calées, parlons de notre personnage du jour. Celui-ci s'appelle Nana Bozo. Alors, il a plusieurs noms. Généralement, on peut le connaître aussi sous le nom de Winabozo ou Nana Bush. Et c'est un esprit farceur qui a généralement l'apparence d'un lapin. On le retrouve dans la mythologie des Anishinaabe et en particulier dans les tribus Ojibwe, qui sont donc des tribus de la grande nation amérindienne d'Amérique du Nord. Nana Bozo serait née d'une mère humaine du nom de Wininwaha, qui veut dire nourriture, et de Hebangishimog, qui veut dire à l'ouest, qui lui était donc son père, un esprit. Il apparaît la plupart du temps, comme je vous le disais, sous la forme d'un lapin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lui donner un surnom. À cause de son aspect, on va aussi l'appeler le Mishabou, qui veut dire grand lapin ou grand lièvre. Ou on peut aussi utiliser celui de Chihuahuaboz, qui veut dire le gros lapin. C'est Gitche Manitou qui a décidé d'envoyer Nana Bozo sur Terre pour pouvoir enseigner les Ojibwe. Et une des toutes premières missions qu'il a eues en arrivant sur Terre, ce fut celle de nommer toutes les plantes et tous les animaux. Il va être même considéré comme le fondateur de la Midewiwin. Chez les Algonquins, il est considéré comme le dieu des eaux et il voit aussi en lui le créateur de la terre. Chez les Iroquois, c'est un héros quasi légendaire et Hiawatha serait une des incarnations qu'aurait pris Nana Bozo. Donc au final, Nana Bozo, c'est un être purement surnaturel qui est issu de diverses traditions orales autochtones. C'est l'incarnation de la vie, il a aussi le pouvoir de créer cette vie chez les autres. Dans certains récits que l'on peut retrouver chez les Anishinaabe et les Cris, Nana Bozo, c'est l'intervenant principal de la création de l'île de la Tortue. Mais ça, normalement, j'y reviens un peu plus tard dans cette vidéo. Sachez également que Nana Bozo est métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut changer de forme à volonté. Ce qui est compliqué avec ce personnage ou cet esprit farceur, c'est que je vous ai donné quelques petits noms qu'il avait le plus souvent, mais celui-ci a beaucoup de variantes par rapport à son nom. Et en fait, toutes ces variantes dépendent des transcriptions qui ont été faites selon les différents peuples amérindiens. Accrochez-vous, je vais vous lire la liste de tous les autres noms de Nana Bozo. Donc à part ceux qu'on avait déjà vus, les 2-3 qu'on avait déjà vus, et le fameux Mishabou un peu plus haut. Donc il peut être aussi appelé Winebuju, Winabojo, Wenabozo, Wenabozo, Wahinabozo, Wenebojo, Nana Bozo, Nana Bojo, Nana Bushu, Nana Bush, Nana Push, Nena Bush, Nena Bozo, Nana Bosho,
Manabush, Manabozo, Manibozo, Nanabozo, Minabozo, Manabus, Manibush, Manabos, Manabozo, donc avec et sans le H à la fin, Manabush, Minabosho, Nanabojo, Nanabozo, Nanabozo avec un S, Nanabosho, Nenabuk, Aminapush, Nenabozo, Quiwisens, Nenabozo. Et par rapport au dérivé de Mishabou, vous avez aussi Mishabo, Mishabou avec un S, Mishabou avec 2 O à la place de OU que l'on écrit normalement, Mishabo, donc avec 2 écritures, donc le Mishabo avec un S pour le chat et Mishabo avec un C. Misabo ou Misabos, je ne sais pas si on prononce le S, Misaboz, Mesu et Napo. C'est bon, vous avez tenu jusque-là? Alors, il y a peut-être quelques petites fautes de prononciation, mais excusez-moi, je n'ai pas pris indien en seconde langue, mais espagnol. Donc du coup, je fais ce que je peux pour vous dire les noms en espérant que ça soit pas non plus trop catastrophique. Si nous partons maintenant dans l'histoire mythologique de Nanabozo, sachez qu'il y a un abbé qui s'appelait Alexandre Chambre qui va écrire le mythe de la création du monde par Nanabozo. Il fera cela dans un ouvrage qu'il a consacré aux mœurs des Abénakis et qu'il a publié en 1904. Alors voilà ce que dit Alexandre Chambre. Mishabou, ou le grand lièvre, chef des esprits, est l'architecte de l'univers. Au commencement, la terre était toute couverte d'eau. Mishabou flottait sur un amas d'arbres avec les animaux dont il était le chef. Souhaitant obtenir un grain de sable pour en former le noyau d'une terre nouvelle, il fit plonger la loutre et le castor sans obtenir de résultat. Le rat musqué alors se dévoua pour la cause publique et il s'enfonça sous les eaux. 24 heures après, il réapparaissait à la surface, mais sans vie. À la suite d'une recherche minutieuse, on trouva finalement un grain de sable qui était attaché à l'une de ses pattes. Saisissant ce grain de sable, Nanabozo va le laisser tomber sur l'amas de bois. Celui-ci va se couvrir de terre et s'étendre peu à peu. Quand la masse ainsi formée fut à peu près de la grosseur d'une montagne, le grand lièvre va en faire le tour à plusieurs reprises. Ainsi, la terre grossissait au fur et à mesure. Le renard fut alors chargé de surveiller les progrès de l'opération et d'avertir ses compagnons lorsqu'il croirait la terre suffisamment étendue pour fournir la vie et le couvert à tous les animaux. Il se pressa un peu trop vite de faire un rapport favorable. Le grand lièvre, ayant voulu connaître la vérité par lui-même, en fit le tour et trouva la terre encore bien trop petite. Il continua donc et continua encore d'en faire le tour et de l'agrandir de plus en plus. Après la formation de la terre, les animaux se retirèrent dans des lieux qu'ils jugèrent pour eux les plus commodes. Malheureusement, quelques-uns moururent et de leur corps, le grand lièvre va faire naître les hommes, auxquels il va apprendre la pêche et la chasse. À l'un d'eux, il va présenter une femme en lui disant « Mon fils, pourquoi crains-tu ? Je suis le grand lièvre, je t'ai donné la vie. Aujourd'hui, je veux te donner une compagne. Toi, homme, tu chasseras, tu feras des canaux et tout ce que l'homme doit faire. Et toi, femme, tu prépareras la nourriture à ton mari, tu feras des souliers, tu passeras les pots et tu fileras. Tu t'acquitteras de tout ce qui regarde la femme. » Dans cet extrait du livre, on voit bien en effet que Nanabozo incarne bien la vie et qu'il possède le pouvoir de créer des autres êtres. En ce qui concerne son genre, entre guillemets, il n'est pas vraiment défini. Tantôt on va parler de lui en disant « il », et dans d'autres ouvrages ou d'autres récits, eh bien, il va plutôt apparaître sous des traits féminins et on dira « elle ». Comme il est métamorphe, on peut aussi le retrouver sous l'apparence d'autres animaux, comme par exemple le corbeau ou le coyote. Il a un petit défaut, c'est qu'il est assez connu pour son insatiable appétit pour la nourriture et pour, une sexualité assez débridée. Ainsi, Nanabozo va vous présenter un personnage assez
paradoxal dans le fait que d'un côté, il est bienfaiteur en créant la terre, en créant l'homme, etc. Et de l'autre, il est un peu foufou et obscène sur les bords. Voilà ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne Nanabozo. Mais j'avais pas envie d'en rester là. Et comme j'ai trouvé quelques petites légendes, je me suis dit que j'allais vous les rajouter pour que vous connaissiez un peu plus ce mythe amérindien, car on parle très peu de ce genre de mythe. C'est parti pour les légendes. Il y a très longtemps, alors que le feu était inconnu dans le pays de Nanabozo, il y faisait très froid. Alors, Nanabozo va questionner sa grand-mère. Elle s'appelait Nokomis. Elle savait beaucoup de choses sur les moyens de se réchauffer. Elle répondit à Nanabozo qu'effectivement, elle avait bien entendu dire que quelque part à l'est, près des grandes eaux, vivait un vieux sachem et ses filles. Ils avaient chaud, car ils possédaient une chose merveilleuse qu'ils appelaient le feu. Mais cet homme cachait ce feu de la vue de tous, et le conservait jalousement. Nanabozo jura alors à sa grand-mère d'aller vers l'est pour trouver cet homme, et lui demander juste un peu de son feu. Nokomis douta de la réussite de l'expédition de son petit-fils, car elle savait que le feu était surveillé jour et nuit, et par le vieil homme même. Il ne sortait jamais de son wigwam, et il laissait le soin à ses filles d'aller dehors. Nanabozo va alors élaborer un plan. Je vais transformer l'eau du lac qui voisine le wigwam, ou du sachem, en une glace mince, comme l'écorce du bouleau. Ensuite, je vais me changer en petit lapin assez léger pour que je puisse courir sur cette glace fine sans qu'elle ne cède. Avec son plan en tête, Nanabozo salua sa grand-mère Nokomis et partit. Il marcha vers l'est pendant des jours et des jours. Il arriva bientôt devant un lac au bord duquel s'élevait le fameux wigwam du vieux sachem. Aussitôt, grâce au pouvoir qu'il avait, il transforma l'eau du lac en glace fine et se transforma lui-même en un tout jeune lapin. Nanabozo se cacha pour pouvoir observer l'habitation et il attendit assez longuement. Enfin, il vit l'une des filles qui sortait pour aller vers le lac. C'est à ce moment-là que Nanabozo décida de sortir de sa cachette et de se coucher sur le sentier qu'elle devait utiliser. Et il se mit alors à grelotter très fort. La jeune fille vit ce petit lapin et fut très émue par le pauvre animal transi de froid. Et aussitôt, elle le prit dans ses mains et l'emporta dans son logis, en l'abritant sous sa veste. Lorsqu'elle fut entrée, elle fit voir le jeune lapin à sa sœur, et toutes les deux se mirent à jouer avec lui pour s'amuser. « Enfant, qui vous a permis de faire entrer cet animal chez nous ? Tu vous êtes étourdi !» s'écria le vieux sachem. « Ce lapin est peut-être là pour voler notre feu. Jetez cette bête dehors !» Les filles ne firent aucun cas des remarques de leur père, pensant tout simplement que ce vieux grincheux avait bien tort de dire que ce pauvre lapin sans défense venait leur voler le feu. « Vous refusez de m'écouter ? Vous oubliez mon grand âge et ma sagesse ?» La plus jeune des filles fit semblant de ne pas entendre les mots prononcés par son père. Elle déposa tranquillement le petit lapin en souriant près du feu pour qu'il se réchauffe. « Maintenant que ma fourrure est sèche, pensa Nanabozo, je souhaite qu'une étincelle vienne l'enflammer. » Et, comme cela arrive toujours avec Nanabozo, son vœu se réalisa. Une étincelle s'échappa des bûches enflammées et mit le feu à son pelage. Aussitôt, il s'élança dehors et courut à toute vitesse vers le lac. « Regardez, père !» crièrent les filles. « Il s'enfuit avec le feu !»« Vous voyez bien que j'avais raison de me méfier, » dit le vieux en courant derrière l'animal. « C'est sûrement un Manitou qui est venu voler le feu. » Le vieux sachem se mit à courir avec Nanabozo, mais la glace était tellement fragile qu'elle céda dès ses premiers pas. Et ses filles qui étaient venues à la rescousse eurent beaucoup de mal à le sortir de l'eau. Pendant ce temps, lui, Nanabozo avait couru à perdre haleine et arrivait déjà en vue de son logis. « Nokomis, vite, Nokomis, transfère ce feu à des branches !» Nokomis se précipita alors vers lui et fit ce qu'il avait demandé, et sans hésiter. Puis Nanabozo réussit à éteindre le feu de son pelage en s'aidant de ses pattes. Content de voir brûler les branches, il s'examina en riant. Dorénavant,
Chaque été, les lapins auront le pelage comme le mien, pour rappeler aux hommes comment le feu est venu jusqu'à eux dans ce pays. Puis Nanabozo reprit enfin sa forme humaine, et cet hiver-là, lui et Nokomis eurent bien chaud. La deuxième légende, elle, va concerner la fameuse île de la Tortue dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est bien sûr un peu plus courte et du coup, c'est plus un résumé qu'une histoire en elle-même. Dans certaines traditions orales, donc des Ojibwés, il y a l'histoire de l'île de la Tortue qui va être transmise. Elle commence par une inondation de la terre. Le Créateur a libéré le monde des peuples en guerre afin de pouvoir recommencer à zéro. Certains animaux vont survivre à l'inondation, comme par exemple le huard, le rat musqué et la tortue. Nanabozo, ou Wissakedjak, comme il peut être appelé chez les Cris, va être également présent. Il va demander aux animaux de recueillir de la terre à de grandes profondeurs sous l'eau pour recréer le monde. Les animaux essaient, mais ils échouent, l'un après l'autre. Le dernier animal à tenter cet exploit reste sous l'eau très longtemps, mais lorsqu'il refait surface, le petit animal tient dans ses pattes de la terre humide. Nanabozo va alors prendre la terre qu'il va déposer sur le dos d'une tortue qui s'est portée volontaire. C'est ainsi que naît l'île de la Tortue, le centre de la création. Comme je vous l'avais dit, c'est un peu plus court, mais comme je l'avais évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, je me devais de vous raconter cette petite histoire. Sachez que Nanabozo a aussi une place dans la littérature. J'en étais étonnée moi-même, puisque je ne connaissais pas du tout cet esprit farceur. Il faut dire que je ne m'intéressais pas vraiment à la mythologie amérindienne. Si je m'y suis intéressée, c'est justement pour vous faire cette vidéo. Le personnage de Nanabozo va être connu comme étant le filou, et il va apparaître comme un des personnages de nombreuses œuvres littéraires de la fin du XXe siècle. Par exemple, c'est le personnage principal d'une des nouvelles de Thomas King, The One About Coyote Going West. Et il va apparaître aussi sous la forme d'un coyote dans le roman toujours de Thomas King, Green Grass Running Water. En français, l'herbe verte, l'eau vive. Dans la pièce The Rare Sister de Thompson Highway, il va prendre l'aspect d'un goéland, d'un engoulement et même d'un maître du bingo. Dans la préface de la pièce, Highway va décrire Nanabozo comme étant une figure aussi essentielle et importante de la culture autochtone que l'est le Christ dans la mythologie chrétienne. On peut aussi le voir dans des bandes dessinées pour enfants telles que Yakari, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit indien, ce petit personnage, notamment dans le 4e épisode ou la 4e bande dessinée qui s'appelle tout simplement Yakari et Nanabozo. Dans cette bande dessinée, il va être le totem arc-en-ciel et il va apparaître sous les traits d'un lapin magicien bienveillant et farceur de taille très variable. Puis il va aussi apparaître chez des auteurs que l'on connaît assez bien, nous français, si je vous dis Uderzo et Goscinny. Là, nous ne parlerons pas d'Astérix. C'est une autre série de bandes dessinées qui a aussi été créée par Albert Uderzo et René Goscinny, qui est Umpapa, qui est un personnage amérindien. Et dans cette bande dessinée Umpapa, le personnage donc du nom de Umpapa fait souvent appel ou invoque souvent Nanabozo. On peut remarquer donc qu'avec l'histoire de Nanabozo, que ce petit filou est héros à la fois, puisqu'il est les deux, il joue des rôles assez importants et différents dans la culture autochtone, donc là dans la culture amérindienne. Ça peut être divertissant pour les membres des communautés, mais ça permet aussi en même temps de transmettre des connaissances traditionnelles et d'enseigner des leçons de morale aux enfants en passant par des choses un peu plus divertissantes et sans être trop rudes. De nombreux autochtones perçoivent d'ailleurs Nanabozo et d'autres figures culturelles autochtones comme étant un moyen de restaurer les approches traditionnelles d'apprentissage et de narration de récits qui ont été supprimés par les forces de la colonisation. Car malheureusement, il faut dire ce qui est, on oublie un peu trop souvent que l'Amérique à la base, c'était pas nos chers Américains et les USA qui y étaient en majorité, mais c'était bien les Indiens d'Amérique qui étaient là de base et qui se sont fait
bien chasser, limite à coups de pied dans les fesses pour rester poli. Parce que il fallait de plus en plus de terre et vous nous dérangez, donc chut, au revoir. Donc c'est vrai que la colonisation n'a pas beaucoup aidé tous ces peuples amérindiens qui vivaient aux États-Unis et a même été plutôt le contraire, très défavorable pour eux. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo et que vous aurez aimé le fait que j'ai choisi de parler d'un mythe amérindien pour changer et pas d'un mythe grec, égyptien, chrétien ou autre que l'on connaît bien mieux, je pense, que certains autres. Et je me suis dit que c'était une bonne idée justement d'évoquer un personnage qui était un peu moins connu, une culture un peu moins connue aussi, et de vous la faire découvrir. Vous savez que si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller dans la section commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me proposer d'autres personnages mythologiques dont vous voulez que je parle, car ça c'est possible, il y en a des tas et il y a beaucoup de mythologie dans le monde. Ne vous inquiétez pas, mais peut-être que vous avez un personnage dont vous voulez entendre un peu plus précisément qui il est, ce qu'il a fait, etc. Et je pourrai le faire dans les prochaines vidéos, mais là c'est pareil, c'est toujours espace commentaire, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Toujours comme je dis, tant que vous vous respectez les uns les autres, vous pouvez parler dans les espaces commentaires, je réponds à tout le monde, sauf quand je ne sais pas quoi vous répondre à part un banal merci. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo et découvrir ce nouveau personnage de la mythologie amérindienne, vous savez que vous pouvez mettre un petit like qui fait toujours plaisir. Je le dis tout le temps et je dois vous saouler, mais ça fait du bien de voir que son travail est récompensé par un petit like qui prend quelques secondes à mettre, même si j'aimerais que un peu plus de gens commentent, ça serait bien aussi, même si Thierry et puis mon petit diablounet, je vous adore, vous êtes toujours là, vous me soutenez toujours, mais j'aimerais bien un peu voir plus de têtes de gens qui aiment cette vidéo mais qui ne disent rien dans les commentaires. Ça ferait plaisir d'avoir votre avis ou vos envies pour de prochaines vidéos, qui sait. Et si vous êtes arrivé déjà à cette fin de vidéo et que cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, eh bien sachez que on va utiliser la bonne vieille phrase en disant que ça ne mangera pas de pain, de prendre quelques secondes et d'aller sur le petit bouton rouge sous la vidéo et de cliquer dessus pour vous abonner à cette chaîne. Sachez qu'encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas compris, que c'est totalement gratuit et que si vous voulez louper aucune vidéo, et là encore c'est totalement gratuit, vous avez qu'à juste appuyer sur la petite cloche, cocher la petite case recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée, vous serez prévenu par une notification sur YouTube. Vous voyez le titre de la vidéo. Après, si elle vous plaît, cliquez sur la notification et venez écouter la nouvelle vidéo. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de ne pas venir, mais au moins, vous serez averti puisque je fais des sujets très variés. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible d'être partagé, que ce soit avec le lien donné par YouTube ou directement avec les petits raccourcis Twitter, Facebook, etc. Là encore donnés par YouTube. Faites-vous plaisir. Vous savez encore une fois que la bibliothèque est très grande et a des murs extra larges et qui sont même repoussables. C'est un peu une salle sur demande à la Harry Potter. Donc tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de restriction de nombre. Eh bien, je crois maintenant, mes chers bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.